Eh oui, ça fait 30 ans que je suis dans cette unité, enfin, dans cette équipe du moins. Je suis rentré en oncologie pédiatrique avec, à l'époque, c'était le professeur Desbois qui était, non même pas, c'était le professeur Hérault qui était responsable d'unité, chef de service, professeur Desbois, docteur de l'Épine, en 84, oui, 84, à Hérold, à l'hôpital Hérold. C'était amusant d'ailleurs, c'est le premier contact avec cette unité-là. Moi, j'avais fait la demande, parce qu'avant, je travaillais à Corentin-Selton, j'avais fait la demande pour me rapprocher sur le plan domicile. Je savais même pas que le cancer de l'enfant existait, toi, pour te dire. Pour moi, le cancer, c'était une maladie d'adulte, quoi. Et on m'a dit, bah non, il y a des enfants qui sont atteints de cancer. Bon, j'ai dit, bon. Quand j'ai été passer la visite médicale obligatoire pour changer d'unité, changer de service, je suis tombé sur un médecin du travail au niveau de l'assistance publique qui avait rien à voir avec l'hôpital Hérold, hein, qui était, je sais plus, à la Riboisière ou à Cochin. Et le premier mot qu'il m'a dit, oh là là, vous allez dans l'unité de l'Épine, surtout n'allez pas là. C'est de la folie. Tous les gens qui y sont mal. Vraiment, si vous avez le choix, n'allez pas là. Moi, j'avais rien demandé. Et puis, après, j'ai été reçu par le chef de personnel d'Hérold, qui était une dame sympathique d'ailleurs, parce que c'est à peu près la seule qui avait été à peu près honnête, on a trouvé par rapport à l'unité, qui avait dit, écoutez, c'est une unité qui a beaucoup de problèmes, mais par contre qui est très soutenue par les parents dont les enfants sont traités là. Je vous préviens que c'est pas un service facile, mais bon, je vous préviens d'avance. Vous ne venez pas me dire dans 6 mois que vous ne voulez pas rester, ou etc. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait déjà, dès le premier prise de contact, on sentait qu'il y avait quelque chose autour de cette unité-là qui n'était pas l'ambiance habituelle qu'il pouvait y avoir dans d'autres services, à tel point que j'avais une collègue responsable du service social qui ne voulait pas y aller travailler, il y avait les instituteurs à l'époque qui ne voulaient pas y mettre les pieds, enfin c'était très très étonnant comme ambiance, quoi. En fait, on s'aperçoit que cette unité-là, pour pouvoir travailler, elle a toujours été en but et en opposition avec, quelque part, avec l'administration centrale de l'AP. Moi, j'ai l'impression que c'est une activité qui n'a jamais été acceptée par l'AP centrale. Alors, à ça, il y a certainement des explications. Déjà, il faut, bon, sans vouloir refaire d'historique, hein, mais Nicole vient d'un service Nicole Gérard de l'Épine, son mari qui était chirurgien orthopédique, viennent d'une équipe qui était l'équipe du professeur Mathé à Paul Brousse, qui était un gros service dans les années 70 de cancérologie, qui avait mené la bataille contre les centres anticancéreux pour la reconnaissance de la cancérologie à l'assistance publique. En gros, il faut savoir que la cancérologie a été organisée dans les centres anticancéreux par le général de Gaulle juste après-guerre. C'était eux qui étaient chargés de faire la prise en charge de tout ce qui était cancérologie. Et dans le début des années 70, l'AP, en Île-de-France, s'est aperçu qu'il y avait la moitié des cancers qui étaient traités par l'AP, mais qui, en contrepartie, ne recevaient pas les financements de recherche, les financements pour faire les services, etc. Donc il y a eu une grosse bataille qui a été menée au nom des services adultes pour que l'AP ait, entre guillemets, sa reconnaissance, sa part du gâteau, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça. Et ça a été vrai aussi un peu pour la pédiatrie en hémato. À savoir que l'oncologie pédiatrique, c'est moitié cancer solide, moitié hémato. Et les services de pédiatrie de l'IGR et de Curie n'étaient pas capables non plus de prendre enfin, il n'y avait pas suffisamment de place pour traiter tous les enfants atteints d'hémato. Donc il y a eu des services de l'AP qui ont été reconnus pour l'hémato. C'est pour ça que, par exemple, à Trousseau, vous avez un service d'hémato, vous aviez un service d'hémato aussi, je pense, à Saint-Louis. Donc les services d'hémato, c'est les services où on traite avant tout les leucémies. En hématologie, on traite surtout les cancers du sang. Et qu'en oncologie, il y a 2 types de cancers. Il y a les cancers du sang, donc l'hématologie, et les cancers tumeurs solides, qui peuvent être des tumeurs osseuses, mais aussi des tumeurs cérébrales, des tumeurs de médiastin, etc. Partout où il y a une tumeur qui est identifiable, hein, qu'on peut voir
en radio, en scan, etc. Alors que dans les leucémies, évidemment, il n'y a pas de tumeur puisque ça se passe au niveau du sang. Donc au niveau de l'AP, il y a un certain nombre de services de pédiatrie d'hématologie où ils faisaient uniquement les leucémies qui ont été reconnus en tant que services hémato et ont reçu les subsides qui allaient avec, notamment en bourse d'études, en recherche, en nomination de poste, etc. Par contre, pour les tumeurs solides, ça n'a jamais passé. Si vous voulez, les centres anticancéreux ont toujours dit on a les capacités suffisantes pour traiter ce type de cancer. Ce qui fait que notre unité a toujours été un peu bancale par rapport à ça. Puisque les circuits de la paix étaient déjà créés pour toutes les tumeurs solides. En gros, même encore maintenant, hein, les enfants qui sont dépistés avec des tumeurs solides sont envoyés à Curie. Et il n'y a jamais, à aucun moment, un enfant dépisté à la paix ou en région parisienne qui vient directement chez nous, puisque les pédiatres sont organisés pour envoyer les enfants à Curie. Donc ça, c'est un de nos grosse difficulté, parce qu'on a un recrutement qui est pas un recrutement naturel du bassin de population, mais qui est un recrutement sur recommandation, sur des parents qui cherchent, voilà. Si vous voulez, moi j'étais là en 85, quand il s'est posé la question, enfin que les médecins du service se sont posé la question, qu'est-ce qui se passe avec nos protocoles? Je vous assure, moi, entre 84 et 85, j'avais envie de partir parce que la plupart des gamins mouraient. Mouraient et en plus de manière assez moche, parce que beaucoup c'était des métastases pulmonaires avec donc des enfants qui étouffaient, etc. C'était très difficile parce que c'était des organismes jeunes qui voulaient vivre, donc avaient de la résistance. Et franchement, ça faisait une ambiance. Et à cette époque-là, ils étaient sur des protocoles de la Société française d'oncologie pédiatrique. Et ils étaient en train de se dire, bon, si c'est ça, on va arrêter aussi, quoi, parce que franchement, il n'y avait pas vraiment de résultats probants. Et c'est là où, avec le professeur Desbois et un bout de l'équipe Maté aussi, qui était encore là, Madame de Lépine, Monsieur de Lépine, ils se sont mis sur les protocoles Rosen. Rosen, c'est un professeur américain qui avait mis au point les premières techniques avec les méthotrexates haute dose, et qui arrivait à des résultats qui semblaient beaucoup plus prometteurs que les essais qu'il y avait à l'époque en France. D'ailleurs, ce professeur-là a longtemps été traité de menteur, de charlatan. À l'époque, ça a été une grosse bataille. Et les Desbois de Lépine se sont mis à appliquer ce protocole-là et à essayer de comprendre pourquoi ça marchait. Enfin, ça, ils vous expliqueront beaucoup mieux que moi. Et moi, j'ai vu le changement d'ambiance dans le service. C'est-à-dire que des gamins qui, d'habitude, malheureusement, allaient mal, tout d'un coup, se sont mis à aller pas trop mal, à aller plutôt mieux. Et franchement, il y avait beaucoup moins de méta. Il y avait des enfants qui ont l'impression qu'ils allaient s'en tirer. Et certains s'en sont d'ailleurs bien tirés. À tel point qu'on a des parents qui venaient me voir moi, dans le service en me disant oh là, mon gamin est tombé malade 6 mois trop tôt, quoi, puisqu'il n'a pas pu bénéficier des protocoles Rosen au départ. Donc la grosse début de la grosse bataille avec l'IGR, avec Curie, c'est quand Desbois et de Lépine ont dit on sort des protocoles d'oncologie pédiatrique parce que c'est pas éthique. C'est pas éthique de continuer sur des protocoles où on sait que les enfants ont peu de chance ou 50% de chances de s'en tirer. Bon, je suis pas sûr des chiffres, hein, alors qu'on a, nous, des protocoles Rosen, où ils ont, à terme, 80 ou 90% de chances de s'en sortir. Et ça a été, là, à ce moment-là, ça a été le clash. Bon, il y avait déjà des difficultés avant, mais alors là, ça a été vraiment le clash, quoi. En 30 ans, effectivement, on a eu des enfants qui vont bien, qui s'en sont sortis, qui se sont mariés, qui ont des enfants eux-mêmes. D'ailleurs, ils rigolent parce qu'ils viennent me voir en me disant « Toi, tu perds tes cheveux, mais ils ne repousseront pas. » Enfin bon, des gentillesses comme ça. Bon, malheureusement, de par l'espèce de blocus qu'il y a autour de ce service, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas le recrutement qu'on devrait avoir dans la population. Donc,
on a de plus en plus des enfants qui viennent en deuxième intention, troisième intention, et là c'est beaucoup plus difficile à traiter, quoi. Et ça, c'est vrai que ça a un peu changé la nature de notre service, et c'est d'autant plus, se pose d'autant plus la question qui est vraiment par rapport à cette bagarre-là. Bon, il y a des problèmes d'ego, il y a des tas de problèmes, hein, par rapport à ça. Le monde médical est un monde un peu bizarre, où les gens, je veux dire, déjà la technique, c'est pas un problème de technique médicale, hein. À aucun moment, il ne se cause. Moi, je vous dis, ça fait 30 ans que je suis avec de l'épine, ça fait 30 ans qu'elle pose des questions ou qu'elle soulève des problèmes, et à aucun moment il y a eu une table ronde, ne serait-ce qu'à la paix centrale avec les pédiatres, dire bah, alors qu'est-ce qui se passe, tel protocole, ou qu'est-ce que vous faites effectivement de manière différente, pourquoi, si vous voulez, il n'y a jamais eu d'essai de concertation. Et ça, c'est terrible. Et vraiment, la question fondamentale dans toute cette histoire-là que moi je me pose, et je pense qu'on est quand même assez nombreux à se la poser, c'est est-ce qu'il y a des enfants, effectivement, qui n'ont pas reçu le traitement qu'ils auraient dû recevoir? Et est-ce qu'on leur a donné toutes leurs chances? Et est-ce que c'est le fait je dis même pas les faits de les faire entrer dans des essais thérapeutiques de manière prématurée, parce que ça, c'est un problème qui existe, hein, quand même. Moi, je fais partie d'un comité de protection de la personne, un CPP, où on voit passer beaucoup de protocoles de recherche, etc. Et un genre de comité, c'est un comité d'éthique français, hein, ça existe. Et on a une réunion par semaine, une réunion par mois. Et l'une de nos difficultés dans nos séances, c'est d'essayer de se dire que les gens qui rentrent dans ces protocoles-là, on ne leur fasse pas perdre de chance par rapport à ce qu'est les protocoles qui sont connus et éprouvés. Et en cancérologie pédiatrique, la question, elle est quand même là, quoi. Et Nicole le repose là dans le dernier article qu'elle a fait paraître, qui va payer pour les enfants qui sont morts inutilement. À savoir que pour elle, elle pense vraiment qu'il y a des enfants qui sont rentrés dans des protocoles dont on n'est absolument pas sûr des résultats, alors qu'il y a des protocoles éprouvés qu'on ne leur a pas proposés. Et ça, c'est vraiment, je veux dire, c'est dramatique, quoi. Et le fait qu'on ne puisse pas répondre à cette question-là depuis 30 ans, qui est quand même une question qui est posée depuis maintenant, bon, les années 90, disons, c'est quand même dramatique. Par rapport à cette question-là, mon sentiment, bien que je ne sois pas médecin, hein, donc toujours le gros bémol quand même, bien que je ne sois pas médecin, la réponse est moi, je pense oui, parce qu'on en voit trop arriver dans l'unité après un premier traitement à qui on propose d'entrer dans des essais thérapeutiques alors qu'on ne leur a pas fait ce qui est reconnu comme devant être fait, quoi. Et ça moi je pense que ça leur fait perdre des chances de survie, c'est clair, hein, c'est clair. C'est pas... Et puis alors, il y a un autre problème aussi, donc, auquel je tenais quand même à parler, parce que dans l'expérience que j'ai eue dans cette unité, c'est la chirurgie. J'ai eu la chance pendant ces 30 ans-là de faire en collaboration avec le chirurgien Gérard de Lépine, qui en tant que chirurgien orthopédiste, travaillait avec l'équipe Maté, hein, Paul Brousse au départ, et qui était avec le professeur Dugousset, l'un des seuls chirurgiens à mettre en avant la pose de prothèses internes pour éviter les amputations des membres, parce que nous, c'est avant tout les tumeurs solides. Et ça a vraiment été un précurseur. Moi, je peux dire que sur 10 gamins, Gérard, il en amputait, enfin, il évitait les amputations sur 9, quoi. Et encore, je suis en dessous de la vérité, parce que je devrais vous dire 9,5 à peu près, hein. C'était une position en 85 où il y avait très très peu de gens qui proposaient ce type de prise en charge, parce qu'il faut déjà savoir intervenir, il faut savoir retirer la tumeur sans l'ouvrir. Et puis il faut avoir les prothèses, hein, notamment ce qui était redoutable chez les enfants, c'est que il fallait avoir des prothèses de croissance, parce que si vous mettiez une prothèse fixe sur le genou gauche et sur la jambe gauche, et puis que le gamin avait sa jambe droite normale, au bout d'un an et demi, il se retrouvait avec une jambe d'1 mètre et puis l'autre de 60, quoi. Donc ça posait un problème. Donc il fallait mettre au point des prothèses, etc. C'était vraiment un gros travail, hein. Et ça, lui, il savait faire, et il continuait à savoir le faire.
Et d'ailleurs, on avait beaucoup de gens aussi qui nous venaient par ce biais-là, en disant bon, on nous avait promis dans d'autres équipes de ne pas faire l'amputation, etc. Et puis la veille de l'intervention, on disait ah ben non, finalement, on va amputer parce qu'on ne peut pas faire autrement, quoi. Donc il y avait certains parents qui cherchaient et qui venaient en disant bah écoutez, voilà, nous on voudrait bien éviter l'amputation, et puis après qui venaient dans notre équipe pour la prise en charge. Ce que je veux dire est que moi, c'est vraiment le problème des protocoles pas adaptés, et vraiment ça, c'est vraiment ce que j'ai eu le plus de mal à supporter dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas d'information aux parents. Moi, je travaillais dans un service, on était au 4e étage. Hein. À droite, c'était nous, à gauche, c'était la chirurgie orthopédique. Il y avait des gamins qui étaient en chirurgie orthopédique, envoyés par Curie ou envoyés par les GR, avec des consignes claires de surtout pas en parler à de Lépine, ni monsieur ni madame. Interdiction de présenter ces enfants-là aux chirurgiens qui avaient pourtant, enfin bon, ça a toujours des histoires terribles, mais il faut savoir qu'à l'ouverture de cet hôpital-là, Gérard de Lépine avait été nommé par le directeur de la paix centrale en tant que consultant spécialisé dans les tumeurs osseuses auprès du service de chirurgie orthopédique pour essayer de lier la sauce, si vous voulez, pour essayer que les deux services coopèrent. On avait un directeur général qui était un peu favorable à notre cause. Bon, il essayait d'arranger les choses. Hein. Il essayait d'arranger les choses. Et M. Delépine s'est rapidement aperçu qu'on lui montrait jamais aucun gamin qui passait avec des tumeurs solides. Et on lui a dit, ah ben non, c'est Curie, il ne faut pas qu'on travaille avec vous. Voilà quoi. À tel point qu'à la fin, il est parti. Il a fait un staff. Vous savez, toutes les semaines, il y a des staffs pour expliquer les interventions, etc. Et il avait présenté le cas d'un gamin en disant, en leur expliquant comment il fallait éviter pour éviter l'amputation, pour mettre la prothèse, etc., pour retirer la tumeur. Et puis il avait conclu, c'est un gamin que vous avez amputé il y a 2 semaines, sans m'en parler. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans votre service. Voilà, c'est pour vous dire que bon, c'était quand même lourd comme atmosphère. Et alors le plus terrible, c'est que vous aviez des gamins donc, qui étaient envoyés à Curie, de Curie ou de l'IGR, et qui étaient amputés sans qu'on en parle aux parents. Et tout le monde fermait sa gueule. Hein. L'assistant social lui-même, enfin moi j'étais jeune à l'époque, hein. Maintenant je pense que j'ouvrirai plus. J'ai discuté avec la psychologue du service d'orthopédie que je connaissais bien parce que on travaillait aux urgences sur les enfants battus. Vous avez mis une claque à votre gamin, c'est pas bien. Bon, c'est pas bien, hein, la question n'est pas là, mais par contre, vous aviez des gamins qui étaient amputés. Et je disais, je peux rien dire, je peux rien faire, etc. Et tout le monde fermait sa gueule. Hein. Même pas. Ah ouais, 4e étage, à gauche ou à droite. Hein, vous gardiez la main ou vous la perdiez, quoi. C'est pas. Et ça, j'en ai encore des frissons quand j'y pense. Ouais. Bon, mon travail dans l'unité, je suis assistant social, donc je suis l'homme des papiers. Je suis là pour aider au maximum les gens à ce qu'ils aient le moins de répercussions possible sur le plan financier et sur le plan administratif par rapport à la pathologie d'un enfant. Et puis aussi, dans la mesure où on a l'assistance publique, où on accepte les enfants même sans prise en charge, enfin, encore, hein, je ne sais pas si ça va durer, pour faire ce qu'il faut pour que les gens récupèrent leurs droits à la sécurité sociale quand il y a un enfant malade, puisqu'il y a encore des lois en France qui font qu'un enfant qui arrive malade sur le territoire français a le droit d'être soigné sans autre considération. Mais c'est de moins en moins vrai, hein, c'est de plus en plus difficile. Ça, c'est la première partie. Et puis après, pour tous les gens qui ont la sécurité sociale, et c'est quand même la majorité qui arrive dans notre service, il faut mettre en route les droits administratifs au transport, au 100%, faire ce qu'il faut au point de vue maison départementale du handicap. Enfin bon, c'est toute une petite technique. Et les gens me disent souvent qu'ils apprécient, outre les problèmes de prise en charge médicale, parce qu'ils font bien la différence, parce qu'ils viennent, souvent maintenant, ils viennent d'autres équipes, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus des malades de première ou de deuxième main, de deuxième ou de troisième main, pardon. Ils disent que c'est une unité qui a taille humaine. C'est vrai qu'on a cette chance-là, on est une petite unité, hein, une petite équipe, et les gens ressentent une chaleur de prise en charge qu'ils n'ont pas forcément, mais je ne jette pas la pierre aux collègues, hein, ou dans des unités plus grandes où c'est plus anonyme.
En plus, il y a une vieille volonté qui remonte à notre ancien chef de service, le professeur Desbois, qui était vraiment un grand bonhomme, hein, le professeur Desbois, c'est fou. Il disait qu'il fallait que ce service-là soit accueillant, entre guillemets, soit un petit village. Alors c'est vrai qu'on nous critique beaucoup parce qu'on a des enfants mineurs, on a des enfants plus grands, des adultes, ça fait un espèce de mélange qui souvent est regardé un peu avec dédain. Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans toutes les unités d'oncologie de tumeurs solides, vous avez ce type de mélange, parce que c'est la pathologie qui veut ça, quoi. Hein. Je veux dire, vous avez des ostéosarcomes qui démarrent à 35 ans, mais c'est rare, quoi. Hein. Généralement, bon, c'est entre 12 et 20 ans, quoi. Donc vous êtes amené à avoir un mélange de population. Mais ce mélange même-là, je trouve que ça apporte un plus. Parce que vous avez les petits gamins qui courent dans le couloir, et puis vous avez celui qui a 20 ans, bon, bah, ça lui permet d'oublier un peu ses malheurs et de s'occuper du petit qui est un peu tout seul parce que la maman est partie travailler, etc. Vous avez vraiment une solidarité qui joue. En plus, il y avait la volonté du chef de service d'accueillir les parents dans l'unité. C'est-à-dire que lorsque les enfants sont hospitalisés, ils ont besoin d'un parent dans la chambre, quoi. Donc ils dorment dans la chambre. Ils sont là pour faire les toilettes, pour faire le repas. Enfin, je ne sais pas si vous avez pu voir dans le service ce qu'on appelle le Club Med. Bon, ça, c'est typique de notre unité. C'est à peu près le seul endroit qui est comme ça dans l'hôpital, hein, Raymond Poincaré. C'est même le seul endroit hein, où les parents peuvent faire un peu de cuisine, peuvent venir avec la famille, se mettre autour d'une table pour manger avec le gamin. Et ça, partout où on a été, on s'est toujours bagarré pour ça. Et bon, c'est toute une ambiance qui fait qu'on a envie de travailler dans cette unité, quoi. Voilà. C'est pas facile, hein, parce que on a été... Déjà, il y a une question de continuité, quoi, quand même. Je veux dire, il y a eu un accord, il y a eu un protocole d'accord qui a été fait en 2004, signé par le ministère de la Santé, contresigné par la direction de l'AP, disant que ce service-là, qui offrait un choix thérapeutique aux parents, qui était à peu près unique en France, pour que le choix puisse s'affirmer, il faut bien qu'il y ait des gens qui disent des choses différentes quand même. Et ça, ce service-là représente ça. Ça a été reconnu en 2004. Ils ont donné les moyens pour ouvrir ce service-là. Ils ont dépensé des sous pour le faire. Je veux dire, c'est pas rien, hein, ce qu'ils ont fait. Il y avait des gravats en 2004, hein, quand on est arrivé ici à Raymond Poincaré. Ils ont monté ce service-là. Et en 2014, ils veulent le fermer. Ça veut dire quoi? Où est la cohérence? Où est la... Alors, l'AP, je veux dire, a toujours été contrainte et forcée à accepter cette unité-là, et notamment en 2004, c'est le ministère qui a tapé du poing sur la table, qui a dit ça suffit. Il y a eu déjà... Parce que bon, il y a eu tellement de bruit qu'on faisait des essais thérapeutiques, qu'on martyrisait les enfants. Donc il y a eu, on doit être le service de France où il y a eu le plus comment on dit, d'examens de l'IGAS. Hein. Il y a au moins 2 ou 3 examens de l'inspection générale des affaires sociales sur le service, à la demande de notre propre administration, à la demande de l'IGR, à la demande de Curie. Et qui a toujours conclu que l'unité, il n'y avait pas de problème ou sur le plan technique, au niveau de la prise en charge. Depuis que le service contraint et forcé s'est replié sur des enfants en 2e ou 3e main, les résultats sont... Bon, si tu veux, au niveau de la prise en charge, on est devenu pratiquement une unité de soins palliatifs, quoi. Et d'ailleurs, c'est difficile pour l'équipe, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui décèdent. Dans ceux-là. Par contre, ceux qu'on arrive à avoir en première main, là, par contre, on a des résultats. Oui, ça c'est clair. Mais en ce moment, c'est vrai que à ce niveau-là, l'ambiance n'est pas facile. Hein. Elle n'est pas facile. Moi, je continue à le dire. Donc, au niveau des décideurs, je leur demanderai un peu de cohérence. Et puis, je leur demanderai d'élucider quand même cette histoire de protocole. Est-ce que c'est effectivement, est-ce qu'il y a des enfants qui ne reçoivent pas le protocole qu'ils devraient recevoir? Je me rappelle bien quand il y a eu un procès qui remonte à quelques années, que Delépine avait intenté contre le professeur Turtz, qui était le directeur de l'IGR à l'époque, pour lettres diffamatoires, etc. Et on avait reçu un témoignage
enregistré du professeur Rosen, qui était aux États-Unis, qui est un peu âgé, qui n'avait pas pu se déplacer. C'était un témoignage de soutien. Et je me rappellerai toujours sa conclusion. Bon, alors il faut faire part de la polémique, etc. Mais enfin, la conclusion du professeur Rosen, qui est quand même le médecin qui a mis au point le traitement de l'ostéosarcome, l'utilisation du méthotrexate, à quel moment il fallait opérer, etc. Enfin, il est reconnu comme une sommité par rapport à ce type de pathologie. Et sa conclusion, quand même, c'était si les animaux étaient traités en France comme on traite les enfants atteints de tumeurs osseuses, la SPA porterait plainte. C'est fort, quoi. Et ça montre bien qu'il y a un problème. Et à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'on en discute de ce problème. Et ça, je pense que vraiment, Nicole et son équipe, Gérard, le professeur Desbois, ils ont sur les tumeurs osseuses une technique qui n'est pas reconnue et qui devrait l'être. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Par rapport aux problèmes liés aux amputations, pas amputations, dont je vous parlais tout à l'heure, avec des enfants... Je veux dire, ce qui est vraiment choquant, c'est le manque d'information. On ne donne pas l'information aux familles. Et ça, normalement, je veux dire, on leur doit, quoi. Et qu'un chirurgien n'ait pas la technique, ou qui pense vraiment, lui, que c'est préférable d'amputer pour telle ou telle raison sur le plan oncologique, etc., ça peut se concevoir. Mais qui n'indique pas, alors qu'il le sait très bien, puisque c'était de notoriété publique, qu'à 50 mètres, qu'à un bureau de distance, il y avait une possibilité peut-être de garder la jambe. Bon, il doit cette information-là aux parents, vraiment, sans parler des autres. Je veux dire, à la limite, moi j'aurais dû pouvoir arrêter les parents en leur disant mais bon, on n'a pas le droit, hein, c'est des tournements de clientèle, etc. Donc quand vous faites partie d'une administration comme ça, mais là qu'il n'y ait pas cette information minimale, c'est honteux, quoi. C'est honteux, c'est pas normal, ça. Voilà. Ça, ce serait à refaire. Je pense que je trouverais le courage de manière ou d'une autre de dire aux parents glissez-vous. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a des patients qui nous arrivent quand même. Hein. Vous avez c'est quand même, je veux dire, il y a un certain nombre de gens qui nous connaissent, même en province, etc., qui disent allez donc voir de l'épine. Des gens qui glissent l'information, si vous voulez. Parce que une fois que vous avez l'information, faut que les gens se battent encore pour arriver chez nous. Je pense que vous aurez l'occasion de rencontrer des parents, mais ils vous expliqueront les menaces qui sont faites sur eux, le fait qu'on leur dise vous allez dans une secte, ah là là, c'est le couloir de la mort, ils font n'importe quoi, tous les cas main claque, on vous donnera pas votre dossier médical. Il y a des parents qui ont été obligés de voler le dossier médical pour arriver ici. Il y en a, il y a des... non, c'est... il y a même des médecins qui retéléphonent à la famille en leur disant « Attention, faut pas aller là !» non, il y a une haine, c'est incommensurable, hein, il y a quelque chose là vraiment qui est pas normal. Et le fait bon, ça se comprend aussi, hein, parce que poser la question, est-ce que tous les enfants doivent rentrer dans des essais thérapeutiques en oncologie, parce que c'est un peu la position officielle, hein, dire finalement c'est des maladies orphelines, il y a très peu de patients, donc il ne faut pas en rater un par rapport aux essais thérapeutiques, etc. Ils en sont même à faire des essais thérapeutiques sur le plan européen maintenant. C'est pas forcément la meilleure voie pour les patients. Hein, je veux dire, il faut mieux peut-être au départ se battre sur des techniques et sur des moyens thérapeutiques éprouvés, quoi, sans tout de suite verser dans des trucs d'essai dont on ne sait pas ce que ça va donner, quoi. Sans parler après, parce que ça moi je ne maîtrise pas, mais des problèmes de financement, savoir qui est payé pour faire quoi, etc.